Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les principaux titres de ce journal. En Côte d'Ivoire, si bientôt le Nouvel An, et pour permettre à tous ses concitoyens de passer dans la joie ces fêtes de fin d'année, le président de la République Alassane Ouattara a offert 2000 kits alimentaires à 150 villages du district d'Abidjan. Ces kits ont été remis aux populations par le gouverneur du district, Begré Mambé. Et comment les conseillers municipaux élisent les maires? C'est la problématique du dossier politique qui vous est proposé ce jeudi après la destitution d'Aloua de la tête de liste RHDP face à un conseiller municipal. Ce dossier nous instruit longuement sur le processus électoral des maires. Et puis actualité internationale à Madagascar, André Rajoelina, 44 ans, signe son grand retour au pouvoir. Il a été déclaré vainqueur de la présidentielle face à son grand rival avec 55,66% des suffrages. Bienvenue dans ce 23h. Dans cette période de fête de fin d'année, le président de la République, Alassane Ouattara, offre 2000 kits alimentaires à 150 villages du district d'Abidjan. Ces kits ont été remis par le gouverneur du district d'Abidjan, Begré Mambé, ce mercredi 26 décembre aux populations défavorisées d'Abidjan. Les dons sont composés de riz, d'huile, de sel, de tomates et de bœuf et de boissons. Une action sociale du président de la République pour permettre à toutes les populations du district d'Abidjan de passer de belles fêtes de fin d'année. C'est Frazegui et Franck Quadio. 2000 kits alimentaires et 150 bœufs, c'est le don du président de la République Alassane Ouattara aux populations défavorisées des 150 villages que compte Abidjan. Une remise symbolique dans les locaux du district à Marcory. Ces dons constituent, selon son émissaire, le ministre-gouverneur Begré Mambé, un symbole de reconnaissance du chef de l'État à l'endroit des populations. En faisant ces dons, le président de la République tient à manifester sa solidarité envers les familles du district autonome d'Abidjan à l'occasion des fêtes de fin d'année. Ce faisant, il pense essentiellement à toutes les familles qui, en bénéficiant de ces dons, trouvent là une occasion de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Donc, c'est pour semer la joie et la paix dans le cœur de ces familles, pour ces fêtes. Et surtout, c'est pour nous montrer le chemin de ce que nous devons faire au quotidien pour que notre solidarité à l'égard de tous ceux qui ont besoin de nous ne faiblisse pas. Une marque de générosité du chef de l'État reconnu. Les chefs de village, que ce soit à Tchan ou à Tché du district d'Abidjan, sont beaucoup redevables au président de la République pour tous ces gestes, toutes ces actions de générosité, de partage et de développement. On voudrait le remercier et lui souhaiter une bonne heureuse année 2019. Comme les années précédentes, les 150 villages du district d'Abidjan, les institutions sociales comme les orphelinats pouponnières et les familles économiquement faibles bénéficieront eux aussi de ce geste social qui sera fait en liaison avec les 13 communes du district autonome d'Abidjan. À l'Assemblée nationale, 4 projets de loi, dont le budget 2019, ont été adoptés ce jeudi 27 décembre 2018 par les députés. Le compte-rendu complet de cette plénière avec Jean-Luc Bangbo. Véritable marathon pour les députés en cette ultime séance plénière de l'année 2018. 7 heures de débat et de vifs échanges qui ont abouti au vote de 4 projets de loi. C'est d'abord le projet de loi portant régime des zones franches qui a été adopté. 122 voix pour, 86 contre et 6 abstentions. C'est un projet de loi qui va contribuer donc à la transformation structurelle et à la modernisation de l'économie ivoirienne. C'est un projet de loi très important qui va encourager la création d'entreprises et donc qui va aider les start-up à essayer de se positionner. C'est un projet qui vise à favoriser la création d'entreprises et qui allège la fiscalité. C'est d'actualité. Nous devons arriver à la fiscalité internationale. Nous devons arriver à ratifier des accords de partenariat avec nos amis. Il est tout à fait normal que l'État de la Côte d'Ivoire va ratifier beaucoup de lois pour nous ramener à l'émergence à l'horizon 2020. Les projets de loi relatifs à l'aménagement de l'année fiscale du budget 2018, celui portant règlement du budget 2017, ainsi que le projet de loi de finances portant budget 2019 ont vu une large approbation des députés. Tout ce qui va se passer en 2019, se trouvant dans le budget,
il était nécessaire que nous, en tant que représentants du peuple, regardons véritablement ce qu'il y a à l'intérieur, si cela convenait véritablement à la gestion de la Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire a pensé aux PME. Il y a eu beaucoup de facilités, des avantages fiscaux pour les PME, pour permettre aux PME locales de pouvoir vraiment se développer. Le plus important d'ailleurs sur le budget de 2019, c'est l'investissement qui est pris en compte. Et je pense certainement que cela va accompagner la politique quand même de l'émergence sur la Côte d'Ivoire. Si ces projets de loi ont tous été adoptés par une large majorité des députés, certains parmi eux leur ont relevé tout de même des insuffisances. Il faut d'abord compter sur nos propres ressources. Il faut donc améliorer le recouvrement. Il faut réorganiser l'économie. Il faut élargir l'assiette fiscale. Or, tout cela ne semble pas figurer dans les préoccupations du gouvernement. Mais pour la Commission des affaires économiques et financières qui a présenté ces projets de loi aux parlementaires, cette plénière est une satisfaction. C'est une étape majeure du fonctionnement de notre pays que nous venons de vivre. Il s'agit du budget de tout le pays. Évidemment, les discussions ont été houleuses, mais tout cela est normal. C'est dit que notre Parlement fonctionne très bien, que les députés cherchent à comprendre d'abord le fonctionnement des règles. Point phare de l'ordre du jour, le projet de loi portant budget 2019 a été longuement discuté et suivant même 5 amendements avant d'être adopté par 219 députés. Rappelons que ce budget s'équilibre en ressources et en charges à 7 334 milliards 343 millions 7 906 francs CFA, en hausse de 8,6% par rapport au budget 2018. Et parlant toujours d'économie, les agents du secteur public ont été instruits pour la sécurisation des ressources de l'État. C'était lors d'une formation à l'endroit des animateurs des administrations judiciaires et publiques organisée par la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. L'objectif est d'instruire les participants sur la notion d'immunité d'exécution dont bénéficie l'État afin d'éviter les pertes dues aux saisies forcées en cas de dette contractée par l'État de Côte d'Ivoire. Le compte-rendu de Jean-Jacques Kwame. Selon la loi, tout créancier peut recourir à des procédures de force pour contraindre son débiteur au paiement sous certaines conditions. Mais cette mesure d'exécution forcée n'est pas applicable aux personnes morales de droit public et d'entreprises publiques. Pourtant, des pertes énormes sont régulièrement enregistrées par l'État dans des cas de saisie de force, et cela à cause de la méconnaissance de l'immunité d'exécution par les principaux bénéficiaires. À titre d'illustration, de 2017 à 2018, il ressort que sur un échantillon de 21 dossiers, les saisies contre l'État et ses démembrements se chiffrent à environ 5,9 milliards de francs CFA, tandis que les prétentions financières dans les actions en justice contre l'État sont estimées à 207,9 millions. Pour préserver les ressources de l'État et identifier les bénéficiaires de ce privilège, une formation a été initiée à l'endroit des animateurs des administrations judiciaires et publiques. Certaines sociétés de l'État qui n'ont pas une pleine connaissance même de leurs droits. Il y en a aussi qui pensent avoir des droits qu'elles n'ont pas. L'objectif de ce séminaire, c'est que les spécialistes de la question nous expliquent, nous donnent les critères de différenciation entre les structures de l'État, c'est-à-dire celles qui bénéficient de l'immunité et celles qui n'en bénéficient pas. Le président de la Cour commune de justice et d'arbitrage, par ailleurs conférencier de cette session, a rappelé la meilleure attitude à adopter pour un créancier de l'État. C'est d'entrer en négociation directe avec l'État. Et il faut maîtriser aussi les procédures internes. Nous avons parlé de la procédure de budgétisation. Quand vous êtes créancier de l'État, ça veut dire que vous devez vous inscrire dans le processus de la dette intérieure de l'État. Et il y a des mécanismes qui existent auprès du ministère de l'Économie pour que votre créance, lorsqu'elle est définitivement consacrée par les juridictions compétentes, soit prise en compte par l'État. Le représentant du ministre de l'Économie et des Finances a encouragé cette initiative qui s'inscrit dans le cadre de l'optimisation des ressources intérieures pour le financement du PND, Plan national de développement, période 2016-2020. Et parlons de créances. Je vous donne lecture de ce communiqué de la Direction générale des impôts.
Le directeur général des impôts informe l'ensemble des contribuables que les caisses de recettes des impôts seront exceptionnellement ouvertes le samedi 29 décembre 2018 de 8h à 16h, le lundi 31 décembre 2018 de 8h à 16h. À cet effet, il les invite à se rendre dans les recettes des impôts de leur lieu de rattachement pour le règlement de leur impôt. Par ailleurs, le directeur général rappelle aux redevables de l'impôt foncier qu'à titre exceptionnel, il aurait accordé un abandon total des pénalités sur leur arriéré d'impôt foncier à condition de les régler avant le 31 décembre 2018. Et abordons à présent la problématique de notre dossier politique. Après le vote des électeurs et la fin du contentieux électoral, place à l'élection des maires par les conseillers municipaux. Cette autre phase pour le choix définitif des maires se déroule normalement sur l'ensemble du territoire national, sauf à Daloa, où la tête de liste RHDP a été destituée face à un conseiller municipal. Ce soir, dans ce dossier, focus sur le processus de désignation du maire. Que dit la loi sur la question? Michel Digré nous en donne les réponses. Passation de charge entre Béli Stéphane et le représentant du maire sortant de Daloa, Samba Coulibaly. Si cette procédure paraît normale sur le plan administratif, politiquement, elle suscite beaucoup d'interrogations au sein des populations. Vraiment, on ne comprend rien du tout. La population et la jeunesse ont voté nos leaders, nos matons, Samba Coulibaly. Et à nos grandes surprises, on nous dit que non, que ça n'est plus maire. Comment nous, la population, on peut voter pour mettre quelqu'un en place et puis il vient enlever comme ça le monsieur pour mettre quelqu'un d'autre là-bas. Donc vraiment, on n'est pas d'accord pour ça. En effet, c'est la liste conduite par Samba Coulibaly qui a été victorieuse au cours du scrutin municipal à Daloa le 13 octobre dernier. Mais le choix des conseillers municipaux s'est porté sur Béli Stéphane, issu de cette même liste, pour présider aux destinées de la commune de Daloa pour les 5 années à venir. Qu'on nous explique qu'est-ce qui n'a pas marché pour que Samba ne soit plus à la tête de la mairie. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Eh bien, la réponse à cette interrogation se trouve dans le code électoral, selon le directeur général de la décentralisation. De façon concrète, la loi 2012-1128 du 13 décembre 2012 est suffisamment claire là-dessus. Après le vote exercé par les populations, eh bien, on ne peut pas encore parler de maire qui est élu. Voilà. Il y a quelqu'un qui fait office de tête de liste, c'est vrai, mais il n'est pas encore le maire. Le maire ne sera élu qu'à la première réunion du conseil qui est convoquée par le préfet. Et cette réunion est présidée par le doyen d'âge et le secrétariat est assuré par le plus jeune. Au cours de cette réunion, tout conseiller peut être candidat à la mairie, peut être candidat pour être désigné le maire de la commune. Ça peut être la tête de liste, mais ça peut être le dernier des conseillers aussi. Mais la désignation de maire, autre que la tête de liste, ne pose-t-elle pas un problème de légitimité? Oh, non, ça ne pose pas un problème de légitimité. Pourquoi? Parce que ça a un fondement juridique. Le code électoral, la loi électorale. Or, la loi est l'émanation de la volonté générale. C'est-à-dire, la loi a été adoptée par les députés qui sont les représentants du peuple. Dès lors, il n'y a pas d'illégitimité. Seulement, il faudrait que dorénavant, il y ait plus de sensibilisation auprès des électeurs pour qu'ils sachent que le jour des élections municipales, ils n'élisent pas directement le maire, mais ils élisent, n'est-ce pas, un groupe de personnes appelées conseillers municipaux. Les conseillers municipaux sont donc les grands électeurs qui ont le dernier mot pour le choix du maire après le vote des populations. Une fois que nous sommes élus, ce n'est pas terminé. Comme vous le dites, ce n'est pas terminé. C'est maintenant même que l'élection va se faire, parce qu'il y a des grands électeurs. Ce sont les conseillers, une liste qui a été établie à partir de la proportionnelle. Donc, il y a votre adversaire ou vos adversaires qui ont eu des pourcentages qui vont apporter donc des conseillers qui vont être sur la même liste que vous. Donc vous avez vous-même vos conseillers, vous avez des conseillers de vos adversaires. Après donc le scrutin, la commission électorale indépendante établit la liste proportionnelle en fonction du pourcentage de toutes les listes en compétition.
La proportionnelle est transmise au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité en vue de l'installation des conseils municipaux pour la désignation du maire. Par exemple, si votre liste a gagné l'élection à 60%, eh bien, vous aurez d'abord, si on a 50 conseillers municipaux, vous aurez d'abord 25 conseillers municipaux, voilà, qui sont de votre liste. Ensuite, les 25 autres qui restent, vous aurez 60% de ces 25 conseillers qui restent. La tête de liste victorieuse dans ce cas de figure a donc toutes les chances de s'installer dans le fauteuil municipal, à condition que ses conseillers adhèrent à sa vision jusqu'au second vote. Si on choisit des gens qu'on a cooptés pour être sur nos listes, pour aller défendre notre idéal commun, et qu'au niveau du vote indirect, ces personnes-là ont des incompréhensions avec nous, ces personnes-là deviennent des adversaires, je pense que déjà ça veut dire que nos choix même ne sont pas forcément les meilleurs. Et donc à ce niveau-là, il faut pouvoir faire confiance à ses propres choix. Et je pense qu'il faut pouvoir à ce niveau-là aussi mettre une bonne équipe qui a la même dynamique, la même vision pour pouvoir servir la population. Il n'y a pas que des mécontents à Daloa. Pour d'autres électeurs, il faut soutenir le maire élu par le conseil municipal. La démocratie, il faut respecter la loi. Les conseillers ont voté pour Béli Stéphane. Il faut laisser Béli Stéphane travailler les 5 ans. Le nouveau maire qui a été élu tout récemment, laissez-lui, M. Béli Stéphane n'a qu'à travailler. C'est la loi, c'est la loi. Ici, à Bingéville, l'élection du maire par les conseillers municipaux vient de s'achever. La tête de liste est confirmée dans ses fonctions. Nous sommes d'accord que celui qui doit diriger cette municipalité s'appelle Doumbia Issouf, depuis même le dépôt des dossiers à la CEI. Nous sommes dans un pays démocratique, donc moi je pense qu'après l'élection des populations, le conseil municipal peut décider autrement selon les capacités de tout un chacun. Toutefois, certains maires estiment que cette loi mérite d'être réformée. Dès qu'on arrive quand même au niveau de la loi à faire un petit amendement pour que celui qui a vraiment gagné largement, qu'on n'aille plus faire des rencontres pour choisir qui est le maire. Le maire est élu la tête de liste qui a battu beaucoup de campagnes. Il devait être celui qu'on doit retenir. Ce n'est pas une mauvaise loi. Je suis sûr que ceux qui ont pris cette loi-là avaient forcément des raisons pour prendre ces lois. Mais aujourd'hui, je pense quand même qu'avec ce que nous connaissons sur le terrain, on a envie de se poser pourquoi comme question. Parce que moi aussi je peux ne pas faire campagne comme il faut, laisser passer la liste de quelqu'un et puis avoir un peu plus de moyens maintenant d'aller faire campagne, je dirais un peu plus facilement auprès des conseillers municipaux et me faire élire. Alors que je n'ai pas la vision, ce n'est pas ma vision qui est vendue à la population, donc je n'ai pas la vision du développement que les populations ont défendu. Et c'est là que ça peut poser, je pense, un réel problème qu'il faut pouvoir adresser. Est-ce que celui qui est élu par la population et celui qui est élu par les conseillers ont les mêmes visions de développement, les mêmes aspirations? Parce qu'à la fin de la journée, c'est la population qu'on sait. Est-ce que cette population-là se sent concernée? Pour l'heure, c'est la loi en vigueur qui s'applique dans toute sa rigueur. Si elle a fait une victime cette année à Daloa, ce scénario s'était déjà produit en 1980 dans la commune de Port-Boué. C'est un dossier proposé par le service politique de la rédaction de RTI 1. Et le feu est encore présent dans l'actualité en cette fin d'année. Dans la commune du Plateau, un incendie est déclaré à l'immeuble XL ce jeudi. Le GSPM, groupement des sapeurs-pompiers militaires, a pu circonscrire le feu par une intervention rapide. Le rapport des faits par Jean-Marc Djadji et Franck Quadio. Un véhicule entièrement calciné au deuxième sous-sol de cet immeuble, à proximité du stade Félix Houphouët-Boigny. Une tragédie évitée de justesse par les sapeurs-pompiers. Le véhicule à l'origine d'un incendie qui aurait pu causer d'importants dégâts. Ce matin, aux environs de 08h50, on a été alerté donc pour un feu au sein d'un immeuble, au deuxième sous-sol R-2, au niveau donc du plateau, immeuble XL, face entrée principale stade Félix Houphouët-Boigny. Nous sommes rendus sur le lieu donc aux environs de 9h et pendant près de 3 heures d'horloge, on a dû se battre contre cet incendie.
Il s'agissait donc d'un véhicule en feu. On a réussi à empêcher la propagation du feu, donc à empêcher que d'autres véhicules soient pris en compte par le feu. On a réussi donc à le maintenir dans son volume initial et à procéder à l'extinction totale. Aucune perte en vie humaine enregistrée. Les enquêtes sont en cours pour élucider les circonstances profondes de l'incendie. Et nous sommes de plein pied dans la période des fêtes de fin d'année. Et pour se déplacer, les populations abidjanaises prévoient la gestion du temps lié aux embouteillages et aux frais de transport qui sont en hausse aux heures de pointe. Une situation qui est due, selon les chefs de gare, à l'insuffisance de véhicules de transport face à la forte demande des usagers. Découvrant les réalités de nos communes dans ce reportage de Walter Amadou Ouattara. Commune de Koumassi. Ambiance de fin d'année à la gare routière du Grand Carrefour. Dans cette file d'attente, hommes, femmes et enfants attendent un véhicule depuis quelques moments pour différentes destinations. Beaucoup de personnes sont sorties pour pouvoir faire leurs achats comme tout le monde. C'est difficile pour se déplacer. Il ne trouve pas de véhicule. Il faut faire le rang, il faut attendre et on arrive à la maison tardivement. C'est à partir de midi, 14h. Bon, à ma connaissance, au niveau d'Adjamé. Pas facile de se déplacer en cette période de fête. Pour les déplacements intercommunes, il faut prévoir la gestion du temps lié aux embouteillages et aux frais de transport qui subissent une évolution pendant les heures de pointe. À Djamé, par exemple, le nord comme marché, c'est 600 francs. Quand ils prennent le troisième pont, sinon le plateau, c'est 500 francs. Yopougon, ça fait 700. Sinon, le tarif n'a pas changé. Si à Koumassi, l'on nie l'augmentation des différents titres de transport à Trècheville, ce responsable de la gare du Carrefour de Livosep justifie les faits pour avoir été victime de cette situation. Ici, les tarifs n'ont pas augmenté. Par contre, à Djamé, moi-même, je viens de là-bas. J'empruntais 400 pour venir à Trècheville. Maintenant, je prends 500 francs maintenant pour venir à Trècheville. Ça subit une augmentation de 100 francs. Avec la sortie même des policiers qui parlaient de patentes là, il y a beaucoup de nos véhicules vraiment qui ne sont pas à jour. Donc ils avaient tous garé. Ça a causé beaucoup de problèmes. On arrête des bakas, on leur propose de venir prendre les personnes pour pouvoir les déposer là où ils vont. D'autres acceptent, d'autres ne peuvent pas traverser le pont. Rendons-nous dans la commune d'Atekoubé afin de comprendre cette variation partielle et temporelle du coût du transport. S'il y a un embouteillage, qu'on n'a pas de véhicules ici, pour faire partie les clients, nous sommes obligés d'ajouter un 100 francs ou soit un 200 dessus. On débute le travail à 4 heures. À 4 heures, il n'y a pas de souci, ça va. Mais aux environs de 8 heures, ça devient plus difficile. Cette situation ne semble pas déranger des usagers qui s'en accommodent. Souvent, les jours de fête, il y a une augmentation. En période ordinaire, on peut payer, par exemple, si c'est à 13 jours, on paye 400. Mais les jours de fête, c'est au moins 500, 600. Quand on est pressé, on doit faire avec. Soumaïla et Ouma, membres des comités de gestion des gares de Koumassi et d'Atekoubé, disent avoir pris toutes les dispositions pour la bonne marche de leurs activités de transport intercommunal. Nous avons pris la disposition, veiller au grand chaque matin, sensibiliser les chauffeurs pour réduire la vitesse et être beaucoup disciplinés. Il n'y a pas de problème, ça va. Il y a des gens qui sont là spécialement ici, qui sont là pour la sécurité. Il n'empêche, des prières et vœux sont faits pour une fin d'année heureuse dans la paix. À la CNPS, 123 étudiants reçoivent leur diplôme à la Caisse nationale de prévoyance sociale. 12 mois durant, ils ont reçu une formation en sécurité sociale au Centre ivoirien de formation des cadres de sécurité sociale, Moussa Koulibaly et Issa Yeo. 123 étudiants du Centre ivoirien de formation des cadres de sécurité sociale, désormais sur le marché de l'emploi. C'est avec fierté qu'ils ont reçu leur diplôme après 1 an de formation en sécurité sociale. Ces diplômés proviennent de 8 pays africains et de 9 organismes de caisse sociale. Nous avons appris par nos encadreurs avec quel dévouement nous consacrer à nos futures fonctions. Nous prenons davantage conscience de l'intérêt que nos caisses attachent à la formation. Une détermination également affichée par le directeur général de la CNPS, Caisse nationale de prévoyance sociale,
dont l'objectif est de former des agents en adéquation avec les réalités de la sécurité sociale. Pour faire face à la problématique du développement du champ d'application personnel et matériel de la couverture sociale des populations, illustré par les différents projets d'extension initiés par l'ensemble des États membres de la CIPRES. Représentant le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Pascal Kwaku-Abinan, son directeur de cabinet, Jean-Jacques Kanga, a révélé les nombreux défis en matière de sécurité sociale, surtout pour les couches défavorisées. En ce sens, l'Institut de formation au métier de la sécurité sociale, qui s'inscrit dans la vision de la CIPRES en matière de formation, apparaît comme un instrument de référence dans le renforcement des capacités des personnels des organismes de protection sociale. Dans cette dynamique de formation des agents, l'Institut de formation au métier de la sécurité sociale, IM2S, aura deux nouveaux cycles, celui des médecins conseils et celui des ingénieurs conseils. Et nous vous donnions information ce mardi 25 décembre du meurtre d'un Ivoirien en Tunisie. Après les explications de la chargée d'affaires de l'ambassade de Côte d'Ivoire en Tunisie, je vous propose de suivre ce soir cette adresse du ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. En écoute. Le président de la République et le gouvernement ivoirien ont été émus par la mort tragique de l'un de nos compatriotes du nom de Falikou Koulibaly, président d'une association ivoirienne en Tunisie, victime d'une agression à l'arme blanche dans le quartier précaire de Nadimata à Tunis, dans la nuit du 23 au 24 décembre 2018. Le président de la République et le gouvernement ivoirien condamnent le meurtre crapuleux de cet Ivoirien et tiennent à présenter leurs condoléances les plus attristées à la famille biologique de notre compatriote ainsi qu'à la communauté ivoirienne résidant à Tunis. Ils comprennent l'exaspération des Ivoiriens face à cette autre agression, mais lancent un appel au calme. Le gouvernement ivoirien note que les autorités tunisiennes sont disposées à faire toute la lumière sur ce lâche assassinat et à poursuivre les auteurs. Cet engagement a été confirmé le mercredi 26 décembre 2018 par l'ambassadeur de Tunisie en Côte d'Ivoire, son Excellence M. Mohamed Naouf El Labidi, lors de la rencontre qu'il a eue au ministère des Affaires étrangères avec le secrétaire général du dit ministère. L'ambassadeur tunisien a informé les autorités ivoiriennes de l'arrestation de 6 présumés coupables et de leur mise à la disposition de la justice tunisienne. La Côte d'Ivoire suit de très près l'évolution de la situation. En attendant, des dispositions ont été prises par le gouvernement ivoirien pour le transfert de la dépouille mortelle arrivée à Abidjan le mercredi 26 décembre 2018 à 21h35 à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, ainsi que pour les obsèques. Le gouvernement ivoirien tient à réaffirmer qu'il attache du prix à la sécurité des Ivoiriens, qu'ils vivent sur le territoire ivoirien ou à l'extérieur. Et passons à l'actualité internationale. À Madagascar, l'ex-chef de l'État, Andry Rajoelina, a remporté la présidentielle, battant son rival, Marc Ravalomanana, au second tour d'une élection très disputée et marquée par des accusations de fraude. Selon les résultats du deuxième tour du 19 décembre, publiés ce jeudi par la commission électorale, Rajoelina a obtenu 55,66% des suffrages contre 44,34% pour son rival. Ce sont là des résultats provisoires que doit valider ou infirmer la Haute Cour de Constitution dans un délai de 9 jours après l'examen d'éventuels recours. Et puis en Belgique, l'État est sommé par la justice de rapatrier des enfants de djihadistes. Le gouvernement belge a 40 jours pour accueillir 6 enfants de djihadistes de l'organisation État islamique ainsi que leur mère, actuellement détenus dans un camp du nord de la Syrie sous contrôle kurde. Un ordre sous peine d'une astreinte de 5 000 € par jour de retard et par enfant, tous âgés de moins de 6 ans, ces enfants et leur mère qui réclamaient depuis des mois la possibilité de les renvoyer à leur famille en Belgique ont pour la première fois eu gain de cause devant la justice après 2 décisions négatives cette année. Et c'est la fin de ce journal. Retrouvez dès demain Kolo Koulibaly pour un autre développement de l'actualité. Bonne suite des programmes sur RTI 1.